Bonjour, bienvenue à cette 10e édition du Festival de BD de Montréal. Mon nom est Laurent Boutin, je suis libraire spécialisé en bande dessinée à la librairie Planète BD. Aujourd'hui, comme c'est les 10 ans du festival, on fait une petite table ronde sur 10 ans de BD québécoise, donc comment le milieu a changé, évolué dans les derniers 10 ans. Donc, à la création de ce festival, pour m'entourer et m'épauler, je serai entouré d'une fine équipe de créatrices et de créateurs. Je ne sais pas si on va les voir. C'est Frédéric Antoine, Axel Lenoir, Richard Suicide et Tania Miniaka. Bonjour tout le monde. Wow, il y a un délai. D'accord. J'espère que tout le monde va bien. Je pensais commencer ce petit topo sur 10 ans de BD québécoise en commençant par revenir 10 ans en arrière, voir vous en étiez où dans vos carrières, dans votre travail, il y a 10 ans. Donc, si vous permettez, on va commencer les femmes d'abord et en ordre que j'ai à l'écran, comme ça je ne me mêlerai pas. Axel! Ah, shit. Salut! 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 D'abord, ça va bien? Bienvenue au Yeah, festival. yeah. Yeah! Merci. Qu'est-ce que tu faisais il y a 10 ans? Donc, en 2012. 2012, hein, L'été c'est long, 2012. T'étais-tu là? c'est été 2012. Non, mais c'est été 2011, il y a 10 ans. J'ai Oups. checké la première édition est en 2012, mais là, ouais, en OK. tout cas, il y a une affaire de Mais chiffres. Tu sais, je devais c'est la signer ça, 10e là. année, mais ouais, c'est vrai. Tu es en train de dessiner. Je pense qu'il venait de sortir, puis que moi, je partais-tu en France? En tout cas, je sais que c'était dans ce bout-là, là, à peu près. Là. OK. Donc, tu avais déjà sorti 3 volumes de Mertandeville chez Ouais, Paquet. C'était tombé ouais. à l'eau, on va dire. Tu dessinais French Kiss 1986 qui allait sortir quelques mois plus tard. Tu allais aussi faire la couverture d'une Ah, courte histoire dans Hammer's t'étais au Gueule. courant. Ouais, écoute, j'ai fait mes recherches. Ici, Hammer's Gueule, qui était à l'époque où Glénat Québec faisait un collectif là, Ouais. basé sur un concours qu'il faisait. Tu avais gagné le concours cette année-là, mais il me semble que Non, c'était... non, 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 j'avais pas gagné. T'avais pas J'ai- gagné? c'est- Je pensais que vu non, que tu avais fait le cover, tu avais gagné. non, il avait décidé qu'il voulait mettre mon cover, puis j'étais pas contente parce que ça avait l'air d'une BD d'horreur soudainement. Parce que, en fait, ben, c'est juste drôle, mais c'était pour ma BD de genre 4 pages. Le cover, c'était ma face qui avait l'air un hamburger géant, mais c'était fait un peu de façon horrifique. Puis, Ouais, je me rappelle. je comme ma face qui atterrit sur le dessus d'un collectif, je trouve que c'était vraiment déplacé. Mais c'était drôle. C'est pas Bon. grave. Oui, continue, je vais arrêter de te couper, là. Non, mais OK. Qu'est-ce qui s'est passé, disons, dans les dernières 10 années pour toi? Ah, Beaucoup de choses. juste ça. Tu parles en Ouais. bande dessinée, là? Ouais, en bande Oui, dessinée, bien sûr. j'ai en bande dessinée après ça, à French Kiss, ça m'a permis d'aller en Europe un peu, de faire de la promotion. Ça a été le fun. Ça a été aussi, je pense qu'à partir après les BD que j'avais faites, ça a été la BD, je pense, qui m'a mis le plus sur la map. Euh, Mhm. Puis ensuite, je me suis dit que j'allais faire de la BD sérieuse pour le public français. Et OK. ça a été une très bonne expérience, là, parce que donc j'ai dû dessiner des affaires plus difficiles à dessiner que d'habitude. Et C'était-tu le domaine grillois, ça? c'était le domaine grilloire en 2 tomes. Ouais. Sauf que c'est ce qui a fait aussi que j'ai fait, OK, c'est pour moi, dans mes circonstances du présent, là, continuer à essayer de charmer l'Europe, la France, c'était too much parce qu'on n'est pas sur le terrain. Puis, tu sais, il y a tellement peu de choses qu'on contrôle, mais si on ne contrôle même pas le terrain, là, ça peut jouer contre nous autres. Fait que ça a fait qu'après, si je ne me trompe pas, après le domaine grilloire, j'ai pris une petite pause, je me suis recentré, puis c'est là que j'ai décidé que j'allais me concentrer sur le Québec puis nos voisins du Sud, avec l'esprit du camp. Bien joué. Avec des bons succès, si je ne m'abuse. Avec celle-là. Ouais, ouais. Oh yeah. T'es pas allé Mais non, chercher ça il pour y a un 4 délai, secondes fait avant le que show. ouais. Puis avec la petite OK. version américaine ici.
Ah ouais. Donc, l'Esprit du camp qui est justement chez Front Froid, nos amis de Front Froid. Hmm. Puis, Frédéric? veux-tu que je continue? J'ai fait ça Ah aussi. oui, t'as J'ai pas fait fait. ça. Je faisais en même temps, je faisais Si on était qui. Hey, je vais-tu l'avoir? Là, c'est à cause que c'est inversé. OK, Si on était, je l'ai. Puis Si on était, en fait, c'est une BD que je fais pour le magazine Curium à tous les mois. Puis quand on a suffisamment de pages, bien, on l'édite en livre avec des pages supplémentaires. Puis ça aussi, bien, mon plan a comme marché parce que la version américaine, je vais l'avoir peut-être, elle est sortie aussi il y a 6 mois de ça, comme ça. Puis là, on prépare autant pour le Québec et les États-Unis, le tome 2 et plein d'autres choses. Donc, j'ai fini de parler. All right. Frédéric, il y a 10 Ah, ans. t'avais dit les filles. Ben non, c'est mais pas ça. j'ai dit, on commence par les filles, mais j'y vais en sens horaire dans mon écran. OK, c'est Parce ton que sens sinon, horaire qui je ne t'exprime, saurais hein. pas, j'en serais où. Désolé, Tania, ça sera pas long. Ah, c'est Mais correct. oui, Alors, Frédéric, Samuel, qu'est-ce que il tu y a veux 10 ans, savoir? oui, il y a 10 ans. Étais-tu t'étais au premier FBDM, je me rappelle. J'avais une photo avec un live El Spectro que vous aviez trouvé pour l'événement. Une photo Oui, très humide. qui a failli faire des dégâts d'ailleurs. Oui. Oui, eh ben, Donc, en fait, il y a 10 à cette époque-là, j'avais fait Les Mutants de la Lune Rouge avec Yves Rodier. On avait donc signé avec Le Lombard, un éditeur belge. Et en même temps, moi, j'avais quitté, je faisais la rédaction de Safarir en 2006 à peu près. Puis j'avais rencontré Johan Morin à ce moment-là, qui travaillait pour Safarir, et on avait commencé à mettre dans les pages de Safarir la BD Biodôme. À partir de là, on avait signé à peu près au moment où on a signé pour Spectro. Quelques temps après, je signais aussi pour Biodôme, mais là, cette fois-ci, avec un éditeur québécois, Boomerang Jeunesse. Fait que ça a fait partir les deux séries à ce moment-là. Donc ça, c'était donc aux alentours de 2011. Donc toi, à ce premier festival-là, tu avais comme somme toute 2 nouveautés, ou à peu près, tu avais 2 albums qui étaient frais, là. Oui, tout à fait. OK. Oui, 2 albums. Cool. J'avais la chance, j'avais la chance d'avoir pu faire une collaboration avec deux dessinateurs québécois, et puis que ça puisse démarrer à ce moment-là. Là. Après, par la suite, c'est sûr, j'ai continué Biodôme, j'ai continué Spectro jusqu'à la moitié du tome 3. Ensuite, c'était les Débrouillards qui m'avaient approché pour faire une bande dessinée pour eux. Puis on a créé Jimmy Tornado avec Jean-François Vachon. Et à partir de là, après 9 histoires dans les Débrouillards, Biodôme avait déjà eu quelques pages dans les Débrouillards, puis après ça a été Jimmy, puis rebelote, Biodôme est revenu dans les pages des Débrouillards sous forme d'histoire de 3 pages. Donc là, on a continué ça, on a continué à sortir les albums en parallèle. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Eh bien, après, j'ai touché à autre chose. Il y a 3 ans, là, j'ai été contacté pour justement faire L'Espion de Trou, que vous voyez à l'écran, qui, là, j'ai changé complètement de registre et j'allais vers de l'historique. Donc, du dramatique historique. Chose que je continue maintenant puisque je viens de terminer le scénario de Léo Major pour Glénat Québec. Excellent. Tania? On est à toi. Le livre des aventures de Ponto n'est paru que fin 2019, mais ça fait plusieurs années que tu travailles sur ces aventures sur Internet. Par contre, je pense qu'il y a 10 ans, tu n'avais pas commencé encore. Ben, il y a 10 ans, c'était les premiers balbutiements de Ponto, je dirais, parce que, bon, comme plusieurs auteurs, j'ai passé par l'atelier de Julie Beaulieu au Cégep du Vieux. Je pense que c'était à peu près en 2010. Puis bon, ça m'a donné la confiance pour commencer ma première BD. Puis en fait, Ponto, c'est arrivé un petit peu par accident. À la base, bon, tu sais, en tant que Montréalaise, j'étais vraiment fière de ma ville, puis je trouvais un petit peu que les gens étaient « Ah, Montréal, c'est juste des cônes oranges », tu sais, puis ça me fâchait un peu que
comme ils se rendent pas compte à quel point on vit dans une belle place. Puis, fait que ce qui est arrivé, un jour, j'avais un événement, puis j'avais dessiné un petit personnage de cône orange. J'étais comme, je veux dessiner un personnage emblématique de la ville. Puis, quoi de mieux qu'un cône orange? Puis, je vais le faire tellement cute que les gens vont aimer Montréal quand même. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'avais fait une exposition où est-ce que, bon, j'avais des toiles, puis plein d'autres affaires aussi. Puis, les gens ont vraiment accroché sur le cône orange. Ils étaient comme, ah, c'est tellement cute, c'est tellement Montréal. Puis là, ça l'a décliqué dans ma tête. Tu sais, j'ai toujours voulu faire une BD, puis Ponto, ça allait être le personnage principal. Fait que ça m'a pris 1 an. C'est ça, le premier webcomic, la première page est parue officiellement en janvier 2013. Puis c'est ça, j'ai pris 1 an à comme un peu commencer l'histoire de Ponto. En fait, bon, pour ceux qui suivent, c'est l'histoire d'un petit cône orange qui rêve de venir travailler à Montréal. Fait qu'il quitte sa famille sur le bord de l'autoroute 30. Puis il s'en vient à Montréal, puis finalement, dans le fond, il est super optimiste, puis tout ça. Mais finalement, il se rend compte que pour améliorer la ville, ça ne sera pas si facile que ça. Fait qu'au départ, je pensais pas que Ponto allait durer aussi longtemps. Je m'étais dit, je vais mettre ce projet-là sur le web, puis ça va être comme une façon de montrer mon travail aux gens, montrer ce que je peux faire, parce qu'en the side aussi, je faisais de l'illustration, du graphisme. Puis, bon, Ponto, avec les années, a comme pris de l'ampleur, puis là, c'est rendu vraiment mon projet à temps plein. Puis dans ces 10 ans-là, qu'est-ce qu'il y a eu? Il faut que je mentionne ma première présence au FBDM, qui, je pense, était en 2013. On était sur le gazon parce que les ailes étaient fermées pour réparation. Puis ouais, je pense que c'était comme mon premier événement officiel avec Ponto. Puis après ça, ça continue à découler. Ça fait 8 ans que je roule le webcomic à raison d'1 page par semaine. J'ai pris quelques semaines de congé. Puis on the side, ça m'a apporté d'autres projets. Entre autres, pour financer mon webcomic, j'ai développé une ligne de produits, un peu comme des souvenirs montréalais. Fait qu'il y a beaucoup de produits dérivés à l'effigie de Ponto pour permettre aux Montréalais et aussi aux touristes de montrer leur fierté pour Montréal. Fait que ça fonctionne assez bien. C'est quelque chose que je trouve intéressant quand même avec ta situation, c'est que même si le livre il est très récent, ça fait quand même plusieurs années que tu es présente à tous les événements, tu sais, que tu as ta table, puis tu as des petits pontos en plus, puis de la merch, tu sais, fait que c'est comme, on pourrait penser, mettons, qu'on ne regarde que l'édition papier, que tu es une nouvelle débarquée, mais tu as quand même un bon bagage de vécu dans les événements, les festivals et tout. Là. C'est comme. Ouais. Je sais pas si c'est parce que j'ai longtemps travaillé dans une boutique, dans le service à la clientèle. Fait que les produits, ça me. Je sais pas, je pense que je m'y connais assez, là. Mais pour moi, c'était vraiment. Des fois, les gens commencent un webcomic puis ils sont comme, ouais, mais je mets ça, c'est gratuit, j'ai pas de revenus, mais comment à côté. Est-ce que tu peux réussir à le financer? Bon, là, peut-être qu'on va en parler plus tard, mais comme par exemple, il y a d'autres alternatives comme Patreon, puis d'autres plateformes qui permettent de financer les activités qu'on fait sur le web. Puis aussi, dans les 10 ans, ce qui s'est passé avec Ponto, j'ai réussi à aller chercher des collaborations vraiment importantes. J'ai travaillé entre autres avec l'arrondissement du Sud-Ouest, lorsqu'ils ont rénové la rue Notre-Dame. Fait qu'ils m'ont demandé de leur faire des BD qui expliquaient un petit peu les travaux de chantier. J'ai fait des bannières de chantier, tout ce qui était communication dans le journal. Fait que ça a vraiment été super le fun, puis ils me laissaient beaucoup de liberté. J'ai aussi plus récemment, on voit la bannière de chantier, puis le Bixi aussi, j'avais participé au concours de Bixi pour le 375e anniversaire de Montréal. Fait que Ponto avait son Bixi, puis c'était tellement drôle parce que sur les réseaux sociaux, comme les gens trouvaient le Bixi, puis taguaient « Oh, le Bixi Ponto! » Puis les gens voulaient le tracker là, quasiment, là, c'était super drôle. C'est le fun. Puis aussi, plus récemment, j'ai fait des BD pour le REM, le Réseau Express Métropolitain. Fait que j'avais dessiné un petit personnage qui était Madame REM, qui est le wagon du train. Puis ils l'ont vu, puis ils ont fait comme « OK, ça nous prend ça. » Fait que j'ai travaillé avec eux. J'aurais fait des BD pour expliquer. Ils ont beaucoup de machinerie lourde là, sur le chantier. Fait que j'ai fait des BD pour expliquer comment ça fonctionnait, comment le chantier avançait. Fait que c'est vraiment des petits travails qui a été super le fun, là. Puis, fait que ça a pris 8 ans pour. Je vais faire comme Axel, je vais montrer mon livre.
Voilà, donc 8 ans pour sortir le tome 1. Puis en ce moment, ben, j'ai officiellement commencé à travailler sur le tome 2 qui, j'espère, je vais pouvoir rendre disponible avant Noël, juste à temps. J'étais comme dans un autre 8 ans. On s'en reparlera. Non! D'accord, merci Tania. Richard Oui. Suicide, je suis content de t'avoir ici parce que tu es somme toute celui qui a le plus de carrière dans la bande dessinée québécoise de nous tous. Veux pas. Est-ce que tu mais pas niveau album, par exemple. Ouais, ben écoute, t'en faisais quand même. Montrer tous mes albums, là, mais... Ben écoute, moi j'ai pris des notes. V'là 10 ans, t'avais pas encore sorti Chronique du Centre-Sud chez Pau. Par contre, tu sortais ce fanzine du Manger en canne, sérigraphié par Simon Bossé. Et t'avais aussi fait ce collectif Puanteur froide que t'avais sorti pour l'Exposine. J'ai fait mes recherches. Oui. Qu'est-ce qui a changé pour toi? Qu'est-ce qui s'est développé dans les dernières 10 années, mettons? Ouais, en fait, c'était un moment charnière dans le fond parce que j'ai arrêté de faire des petits zines comme ça parce que j'aimais bien ça, là, en fait. Là. Mais qu'est-ce qui est arrivé dans la bande dessinée québécoise il y a une dizaine d'années, c'est que la possibilité de faire des albums édités par un éditeur et distribués est arrivée. Fait que c'est pas que c'était plus nécessaire de faire des zines comme ça. C'est que je voulais que l'album reste, en fait, que c'était pas juste sortir, mettons, comme un zine et le faire à 500 exemplaires, puis après ça disparaît, il n'y a plus personne qui le voit, tu sais, puis à ce moment-là... Tu avais déjà un album quand même... un album de traduction de ton travail chez Conundrum Press qui s'appelait My Life as a Foot, mais mystérieusement, ton travail n'était disponible qu'en anglais, mettons, à plus large diffusion. Ben oui, c'était disponible en français, mais juste dans un paquet de zines que c'était à 300-400 exemplaires et puis c'est tout. Puis là, il m'a approché et il m'a dit « Hey, on va faire ça en anglais. » Ben, c'est parfait. Tu sais. Mais là, 10 ans même, je sortais la version française de My Life as a Foot, mais en auto-édition. C'est comme un ramassis de BD à partir de 1983 à aujourd'hui. Fait que c'était comme un peu un ramassis de n'importe quoi. Là. Mais t'étais pas né en 83? Oui, j'étais déjà sur le bord de ma pension de vieillesse en 83. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Non, mon premier album, puis ça avait sorti juste à comme 500-600 exemplaires, c'était en 89. Mais c'est des choses qui n'existent plus maintenant parce que c'était à l'époque, il n'y avait pas d'éditeurs sérieux. Enfin, mais il y en avait, là, mais, puis c'est ce qui a changé il y a 10 ans. C'est que maintenant, il y en a des éditeurs, puis on peut sortir des livres. C'est merveilleux parce que en 10 ans, c'est sorti tellement de livres au Québec. Puis c'est comme un peu plate que qu'est-ce qui sortait avant, mettons comme Valium ou Julie Doucet, là, elle a fait éditer ailleurs. Mais ici, il n'y avait pas de possibilité. Fait qu'on sortait nos propres zines. Comme ça, on avait le contrôle. Tu sais. Puis, mais il y a 10 ans, je commençais à structurer Chronique du Centre-Sud. C'est un projet in-and-out que j'ai fini par finir en 2014? 14. Oui. OK, ben ça me permet de rebondir. Je trouve que c'est un élément intéressant, le fait qu'il y a plus d'éditeurs sérieux ici, d'autant plus que Fred et Axel, vous avez parlé que vous aviez un peu démarché vers l'Europe. Assez parce que j'ai l'impression que c'est une des choses qui a changé il y a 10 ans, qu'on essayait
on se disait qu'il n'y avait que de l'avenir que par passer chez les Européens, qui avaient un plus large public et tout. Puis pour vous reconcentrer, peut-être là, par accident ou pas, mais sur les publications au Québec, donc tu sais, Glénat Québec peut-être, ou tu sais, Front Froid, Presse Aventure et tout, des trucs plus locaux. Est-ce que c'est une des choses qu'on peut dire qui a vraiment changé, que, mettons, l'édition québécoise est plus en santé? Ou en tout cas, plus, mettons, l'énergie et le goût de faire ça? J'attends que tu fasses une gaffe, là. Je te laisse parler encore. Merci. Ben non, mais c'est évident que c'est plus en santé. Là. Je veux dire, il y a toujours plus de livres qui sortent. Les livres sont tout le temps meilleurs. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, il y avait quand même ça commençait, les bons éditeurs. Tu sais, si je me rappelle bien, La Pastèque puis Mécanique Générale, c'est quoi, 99-2000, qu'ils ont commencé à être plus à map. Puis, tu sais, moi, j'achetais déjà ça. Qui ont commencé point, je pense. Ouais. Puis, moi, je capotais là-dessus, mais après, tu sais, même si l'Internet existait, là, c'était pas du tout le même Internet qu'on a aujourd'hui. Fait que je me souviens que j'avais été en contact avec un certain Jimmy Beaulieu. Il avait l'air intéressé et tout. Puis peut-être vous connaissez Jimmy Beaulieu. Pour ça ceux m'est qui savent familier. Pas c'est comme une des grandes légendes au Québec. Mais c'est ça, c'est que moi, tu sais, je veux dire, j'avais 22 ans, 23 ans, puis mon plus grand rêve, c'était d'être riche avant de faire de la BD. Fait que je me suis dit, ben, je vais envoyer une BD en Europe, comme ça, je vais être riche. Puis, fait que, tu sais, là, j'exagère un petit peu ma peine, mais tu sais, après quelques livres, j'ai fait quoi? 4, avec le domaine Gris-Loire, ça fait genre à peu près 7 livres pour... si j'inclus Glénat Québec, là, qui est quand même entre les deux un petit peu, ben, je ne sais plus maintenant, mais à l'époque, je sentais que c'était quand même un petit peu entre les deux. Je parlais autant avec la France que le Québec. Ben, j'ai fait 7 livres avec eux autres, puis c'est un peu le même désir que, là je m'éloigne, mais que Richard, de reprendre contrôle sur mon art, puis pas que la France m'exigeait des choses, mais moi, j'essayais de faire des choses pour eux autres au lieu de faire des choses pour moi. Puis je pense que la journée, j'ai commencé à faire plus des choses pour moi. Puis ça, c'est justement, moi aussi, des années 2010, j'ai fait 2 zines juste pour me défouler. Puis je pense que ça a été un moment qui a tout changé parce qu'après ça, j'ai fait je ne peux plus revenir en arrière. Il faut que je fasse des choses pour moi avant tout. Puis je ne sais plus pourquoi je dis ça. Bye. Fred, as-tu de quoi à dire sur la situation Europe-Québec? Ben, c'est sûr que ça dépendait aussi des sujets qu'on allait aborder. C'est sûr que quand j'ai travaillé sur Spectro au début, il n'y avait pas vraiment d'éditeur québécois qui aurait misé là-dessus ou qui aurait sorti ça. On était dans une veine, de par le dessin, de par le thème et le dessin de Yves, on était vraiment plus dans du franco-belge. Donc à ce moment-là, oui, en démarchant un petit peu plus, peut-être qu'on aurait trouvé, mais avec Yves, c'est vrai qu'on était tenté d'amener ça. On voulait amener ça chez Dupuis, Lombard ou un de ceux-là, là, parce que ça rentrait complètement dans leur ligne éditoriale. Après, c'est sûr que moi, moi déjà à la base, je suis européen, donc j'ai été nourri par les BD européennes et tout ce que j'écris est un tout petit peu plus européen quelque part que québécois, c'est clair. Mais je travaille avec des Québécois. Biodôme, c'est quelque chose qui est tiré du Biodôme de Montréal. Et si on regarde, il y a peut-être certaines touches qui vont être québécoises, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, je dirais, qui est plus universel. Après, au niveau des éditeurs, c'est sûr que ça s'est super diversifié à un moment donné. Il y a eu une explosion. Ça s'est diversifié autant du côté roman graphique. On a quand même eu, après La Pastèque, on a eu d'autres éditeurs. On a eu Popo qui est arrivé comme ça, avec 2-3 petits livres tout simples, mais qui a créé complètement sa maison d'édition, son identité et tout ça. Ça, c'est absolument génial. Au début où je l'ai vu arriver, je me suis dit, wow, c'est quoi ça?
Finalement, non, il a pris. Et il a eu maintenant, son c'est un identité. empire. Oui, maintenant c'est un empire, exactement. Non, mais c'est toujours intéressant. Au niveau jeunesse, parce que j'étais quand même pas mal dans le jeunesse entre Jimmy, Tornado et Biodome. Dans le jeunesse, c'est sûr qu'il y a des éditeurs qui d'un seul coup, qui n'étaient pas vraiment des éditeurs de bande dessinée, ou très peu, qui se sont dit, ah, il y a un filon. Boomerang, par exemple, n'avait pas de BD jeunesse avant, mais d'un seul coup, ils ont signé avec Tristan Demers. Nous, on a apporté ça parce que je l'avais apporté à Glénat Québec, mais Glénat Québec, à ce moment-là, n'était pas intéressé, comme avec pas mal de choses jeunesse quand même. Ensuite, il y a eu Presse Aventure. Lui existait déjà, faisait des choses pour des enfants, il prenait des licences, il les traduisait, etc. Ouais. Mais d'un seul coup, il a commencé à faire sa propre licence avec La Jean-Jean, qui a été un succès phénoménal. Donc petit à petit, oui, les éditeurs se sont diversifiés, puis ils ont accepté de prendre des risques aussi. Je pense que c'est ça aussi qui fait qu'à un moment donné, c'est intéressant. Ils ont pris des risques, et ils se sont diversifiés parce que maintenant, chaque maison d'édition a quand même un peu sa ligne éditoriale et on a n'importe quel sujet qu'on va vouloir sortir au Québec, je pense, peut trouver son éditeur sans aucun problème. Bon, après, il y en a qui disparaissent. Je pense que Petit Homme, par exemple, disparaît. Oui, ça fait un moment. Voilà, c'est des revirements, c'est des choix. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui apparaissent et puis qui se développent. Je veux dire, Michel Quintin a très bien développé aussi tout son univers BD. Lui aussi, qui était à la base un éditeur jeunesse, mais qui faisait pas du tout de BD et qui maintenant est rendu un des plus prolifiques, je dirais, éditeur de BD en jeunesse, en tout cas. OK. Et puis c'est ça qui est bien. Je pense qu'il y a aussi une dernière chose que je vais ajouter. Il y a un truc important, je pense, c'est que au Québec, pendant un moment, au niveau enfant, on misait juste sur Garfield. En gros. Oui. Bon, ça y est, ça s'est super diversifié. Ça s'est super diversifié. Ils connaissaient quelques petites choses européennes, mais maintenant, quand je fais les écoles, ils connaissent autant un peu d'européen, ils connaissent autant du québécois, ils connaissent autant du manga, ils connaissent autant de l'américain. Je veux dire, ça s'est complètement diversifié. Et au niveau québécois, on peut prendre par exemple Hugh Merlin chez Michel Quintin, qui lui va plutôt aller dans les choses un petit peu plus américaines, dans son style. C'est ça qui est extraordinaire. Les enfants me répondent. Au début où je faisais des ateliers, c'est quoi, qu'est-ce que vous lisez comme BD? Garfield! Non, oui. Maintenant, ça y est, on est passé à autre chose. Bon, il y a toujours la Jean-Jean. Bien sûr, tant mieux. J'aime autant mieux que ça soit la Jean-Jean que Garfield. J'ai rien contre ni un ni l'autre. Mais... Oui, Axel? J'oubliais de mentionner, c'est Fred, ça m'a fait penser à ça, mais tu sais, Fronfoy existait au début milieu des années 2000, puis c'est que ça a laissé le temps, avec l'arrivée des premiers éditeurs, tu sais, je veux dire, là, ça va choquer des plus vieux, parce qu'il y en a eu avant des éditeurs, mais on dirait que le début des années 2000 a beaucoup changé de quoi, puis tu sais, Fronfoy, je me souviens, moi, je les connais depuis le début, mais au début, c'était un recueil... tu sais, c'est pas du tout péjoratif, mais c'était un peu amateur. C'était pour la relève, c'était le genre, la BD de genre. Puis, tu sais, de passer à ça en 15 ans, devenir un éditeur sérieux, diversifié, avec une nouvelle collection, une nouvelle adresse. Tu sais, c'est vraiment trippant de voir ce qui se passe. C'est trippant de penser que tu as un projet qui pourrait être chez différents éditeurs. Il y a quelques années, c'était par défaut, tu as un éditeur, tu es avec, mais je pense qu'à cette heure, les auteurs vont pouvoir commencer à faire comme, là, si je veux faire un truc un petit peu plus de science-fiction, je pourrais aller chez Fronfoy ou de quoi d'intimiste, là, tu as Papa, la pastèque, ta nouvelle adresse. Fait que c'est le fun d'avoir le choix. Ça prouve que c'est en santé. Là. Complètement. Mais on le voit sur les cubes, dans les librairies, dans les devantures, etc. Avant, c'était au moment où moi je suis arrivé au Québec, on voyait beaucoup des BD européennes qui étaient mises en avant. Là maintenant, c'est fini. Je veux dire, le Québec a son identité, il a ses valeurs sûres. On n'a pas parlé de Paul. Oui. Paul a ouvert une voie, le blog a ouvert une autre voie.
avec du bien et du mal pour le blog, je l'avoue, mais dans l'ensemble, ça a permis à tout le monde de se dire, bon, je vais tenter le coup. Puis dans tout ça, comme toujours, il y a du bon, du moins bon et tout ça, mais il y en a surtout pour tous les goûts et ça a permis de bouger. Puis je trouve qu'il y a de quoi d'intéressant dans le sens qu'on parle beaucoup qu'il y a des éditeurs pour tous les projets maintenant, mais qu'en ce moment, on est vraiment dans une espèce d'âge d'or où, si on le désire, on peut faire une auto-édition qui a l'air professionnelle beaucoup plus facilement qu'avant, je pense. Tu sais, comme Richard t'a dit, on n'avait plus besoin de faire des fanzines. Pourtant, toi, Tania, tu as décidé de sortir ton livre de par toi-même. Ouais. Par un souci, ben c'est ça, mais j'ai l'impression que c'est plus par un souci d'autonomie. Ben, il y a ça aussi, mais tu sais, bon, dans les 8 ans que j'ai mijoté, là, avant que mon livre, que je le fasse finalement, tu sais, bon, j'ai beaucoup de mes amis aussi qui sont dans le milieu de la BD qui s'auto-éditent. Tu sais, je pense à Boom aussi, qui avait son webcomic Boomery qui a duré pendant vraiment longtemps. Puis, tu sais, je voyais que ça te donne une certaine indépendance. C'est sûr, c'est beaucoup de travail, là, parce que tu fais toute la distribution toi-même, puis tout ça, là. Puis aussi, ben là, peut-être ça l'a changé, mais tu sais, quand on me parlait d'éditeurs pour Ponto, je me faisais dire, mais tu sais, ils veulent quelque chose de nouveau, ils veulent pas quelque chose qui est sur le web, même si ça fonctionne, tu sais. Fait que moi, je voyais pas d'autres moyens que de m'auto-éditer. C'est un peu ça, là. Pourtant, il y a beaucoup d'exemples de succès Internet qui sont devenus des succès de librairie après. Ouais. Je pense juste à L'Osticha, mettons, ici, là, de Iris Pisivian, tu sais, qui est encore, je pense, tout disponible sur Internet, mais qui n'a jamais arrêté de vendre, tu sais. Il y a eu plusieurs impressions. Même en version coréenne. Ouais. Il y a une version coréenne, un blog quelque part. Ben c'est ça, tu sais, je pense justement en disant il y a peut-être eu plus d'ouverture par rapport à ça, là, parce que je me souviens au début, tu sais, quand j'étais comme, je fais un webcomic, je me faisais regarder comme, mais là, tu sais, ou tu sais, des gens qui viennent visiter au FBDM puis qui regardent puis sont comme, mais c'est pas un vrai livre, c'est pas de la vraie BD. C'est pas de la vraie BD, ça. Puis je pense que c'est drôle ça a parce évolué. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a eu une espèce d'âge d'or de webcomic / blog Internet qui était peut-être plus dans le milieu des années 2000, puis que ça s'est un peu étiolé, mettons. Mais il y a des choses qui ont changé, je pense. Tu sais, toi, Axel, mettons, tu fais une BD sur Patreon maintenant. Passage secret. Tania, tu as aussi un Patreon puis un Ko-fi. Ouais. Ça n'existait pas, il y a 10 ans, les Patreons puis ces affaires-là. Comment ça a changé la game pour vous, mettons? Pour moi, c'est comme ça m'a. Ko-fi, ça n'a pas. Il est là, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Mais Patreon fonctionne dans le sens que ça t'ajoute une autre source de revenus sans nécessairement devoir faire trop de travail. Tu sais, tu dois donner des exclusivités. Mais ce que ça permet, c'est qu'aux gens, tu sais, je pense qu'on a tous des super fans, là, des gens qui aiment beaucoup notre travail puis qui veulent nous encourager. Ça leur donne l'opportunité de faire ça sur une base régulière. Fait que je pense que, tu sais, Patreon, ça permet ça aussi. Puis en même temps, ça fait comme un petit club, justement, tu sais, que les gens qui ont envie de plus te connaître peuvent devenir membres. Puis, c'est ça, tu sais, d'un côté, ça ajoute, c'est comme une autre plateforme, justement, parce que je pense, dans le BD ou même dans l'illustration en général, tu sais, pour réussir, il faut être à plusieurs endroits différents, il faut comme diversifier son revenu. Fait que, tu sais, tout ce qui est Patreon, il y a, je sais pas si Webtoons, il y a une version payante, mais je sais que ça aussi, c'est nouveau. Moi, je l'ai pas utilisé. Mais il y a des BDistes pour qui ça marche, tu sais, qui réussissent à aller chercher un autre revenu de cette façon-là. Fait que je pense que c'est ça ajoute plus de liberté. Et puis là, on devient riche. Exactement comme disait Axel avant, là. Enfin, on devient riche. Maintenant, coudonc, y a-tu juste moi qui n'ai pas devenu riche? Parce que moi, ça marche pas, là. Mon Patreon. Non, mais pour répondre à ta question, moi, je ne traite plus tant ces réseaux sociaux parce que je suis en dépression majeure. Non, parce que c'est trop de job.
C'est trop de job. En fait, la raison principale, c'est que je fais beaucoup trop de projets en même temps, puis je suis en train de virer folle. Mais j'aime bien Patreon. Ça a été beaucoup de job starter ça, puis l'entretenir, c'est pas si pire. C'est une petite source d'argent, mais c'est une source de revenus que, tu sais, comme faire des livres, tout simplement. Ça peut être petit, ça peut devenir gros. Mais moi, ce que j'aime, c'est que ça m'a permis de regagner un peu le contrôle puis ça a ramené un peu le feeling de l'époque des blogs. L'époque, c'était pas fast-food, tu pouvais parler des choses. Tu sais, moi, je poste, là, je me suis trompé d'une journée là, la semaine passée, mais d'habitude, je poste le jeudi. Puis je sais qu'après un an, les abonnés, ils attendent ça, puis ils reçoivent un mail le jeudi matin, puis ils vont répondre tout de suite. Tu sais, je suis comme, c'est le fun, parce que ceux qui sont là, c'est à cause qu'ils aiment vraiment ça. Fait que c'est super valorisant. Tu sais, puis je le fais pour moi avant tout. Tant mieux si ça touche du monde, mais puis après, c'est se diversifier, puis chercher des façons, parce que moi, pour les États-Unis, je n'expliquerai pas tout, là, mais j'ai une démarche spéciale que c'est moi qui engage mes traducteurs. Inquiétez-vous pas, je ne me fais pas fourrer, là. Mais c'est le fun. Le Patreon, ça couvre une partie de la traduction pour mes livres. Fait que c'est de trouver des petites entrées ici et là. J'ai fini. OK. Non, mais... Roger, à toi. Je suis rendu au bout où il reste genre 20 minutes. Y a-t-il de quoi que vous avez... dont on n'a pas parlé encore, que vous avez remarqué qui a changé? Il y a une pandémie. Ah ouais, c'est vrai que ça change. On ferait sûrement cette table ronde-là live dans l'espace La Fontaine si ce n'était pas le cas. Mes 2 premiers livres aux États-Unis sont sortis en pandémie. C'est épouvantable quand tu rêves de ça pendant 3 ans. Là. Mon premier, je pense qu'il est sorti 3 jours après l'isolation totale et 1 semaine avant que les émeutes startent aux États-Unis. C'est comme, mon Dieu, il pourrait-tu avoir un pire timing ever? Là? Mais qu'est-ce qui est arrivé il y a 10 ans? On a travaillé, hein? Moi, j'ai noté qu'il y a eu beaucoup de discussions dans les dernières années autour de termes qui correspondent à nos métiers, mettons. Là. Autrice, on n'entendait pas ça, il y a 10 ans. On essaie d'utiliser moins BDS. Avez-vous, en 10 ans, mettons, changé votre définition sur votre CV? Ben là, c'est évident, moi, là. Effectivement. Je trouve qu'il n'y a pas de débat. Le débat autrice, auteur, c'est comme le débat BD, roman graphique. C'est tellement futile, on s'en calisse. Franchement, là, je trouve que ça fait juste alimenter des conversations Facebook inutiles. Qui mène absolument... Ouais, c'est pour ça, il me reste 20 minutes à remplir. Là. C'est ça que je voulais. Inutile. Tu veux partir une polémique? Ouais, non, mais je veux pas vraiment en parler. Je suis d'accord avec tout, mais je me demandais si, tu sais, comme vous, dans de la façon que vous regardez votre métier, votre carrière, s'il y avait des choses qui avaient évolué. Est-ce que vous assumez plus maintenant que vous faites de la bande dessinée par rapport à avant ou tu sais comme oui, Fred? Moi, ce que j'aime toujours, c'est quand les personnes nous posent quand même la question, est-ce que vous avez un vrai métier? Donc finalement, à la fin, est-ce que j'assume encore le fait que je n'ai pas un vrai métier pour ces gens-là? Je ne sais pas. Vous ne faites que ça? Oui, je ne fais que ça. Non, mais je suis ravi. Ça ne va pas être facile. Vous êtes courageux, en tout cas, M. Frédéric-Antoine. Vous êtes très courageux. Et là, il m'achète un livre. Je vais vous encourager, je vais vous faire de la pub. Mais non, mais aussi, on l'a vu face au public. Là, moi, les premières années, ça m'est arrivé. J'ai commencé, les premières fois que j'ai signé, c'était en France. J'ai fini mon livre, on m'a pitché dans un avion, puis je ne savais pas ce qui se passait. Je suis morte 3 fois dans la crise d'angoisse, puis je suis revenu au Québec, je crois, pour le FBDM. Je crois que c'était... Non, c'était pas... C'était l'ancien festival de Montréal qui était avec Juste pour rire. Celui à Juste pour rire, ouais. Ouais. Notre première rencontre de ça, là. Comment?
On n'a eu qu'un seul avec le festival juste pour Je pense que ça a été 2 années. Ah ouais, Oui, il me semble que c'était 2 années, 2005, 2006, un truc comme ça. Ouais. Puis il y en a. La deuxième année, il avait construit quoi? La première année, c'était 2 semaines dans des tentes à 58 degrés Celsius avec des coulées de lave. C'était formidable. Coulées de lave. Fait que, tu vois, regarde, j'ai déjà perdu ce que je voulais dire. Je suis arrivé au Québec, puis je disais que j'avais signé. Pourquoi? Ah oui, non, c'est littéralement, il y a des gens qui venaient acheter mes livres. C'est arrivé 2-3 fois les premières années. Je commence à dédicacer et la personne me retire le livre des mains, insulté que je barbouille dans sa bande dessinée qu'elle vient d'acheter. Et là, j'ai fait, tu sais, ça arrive plus, ça, là. On n'était pas encore habitués. OK. Ouais. Et si je calcule bien, exactement 8 mois plus tard, j'ai rencontré Laurent Boutin pour la première fois. Et ça a été une histoire d'amour qui dure jusqu'à ce jour. Oh. Dans ma première BD professionnelle éditée en France, Laurent, qui est arrivé, qui avait les cheveux longs, une moustache amirale et tout, m'a demandé de dédicacer, pas mes personnages qui faisaient ma fierté, mais les personnages de ma BD que j'avais faite en ligne un petit peu de façon amateur 1 an ou 2 avant. Et à l'époque, ça me rendait très contente parce que je voulais juste avoir un fan. Mais maintenant, je trouve ça un petit peu insultant. C'était moi. Reprends-toi. Mais non, mais écoute, j'étais fan de la première heure. C'est ça qui se passe maintenant. On fait des tables vrai, rondes. Je le jure, c'est pas du tout un mensonge. Si j'ai à choisir, c'est qui, d'après moi, mon premier fan, je pense que c'est Laurent Boutin. Mais tu sais, ce qui est triste, c'est qu'il ne l'est plus maintenant. Mais... parce qu'il y a trop de BD maintenant. Oui. Prends son cœur. Ouch! Les gens vont pouvoir poser le moment où mon cœur a craqué. Check la vidéo. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, mettons, qu'on se revoit dans 10 ans et qu'on fait la même table ronde? Qu'est-ce qu'on espère voir évoluer? Du cash, du gros cash. Je pense que le salaire de base d'un BDiste devrait être au moins 250 000 par année. Et le métier devrait avoir le statut de trésor national. Je suis très d'accord. Et on est encore en ligne? Je parle tout le temps, je vais laisser ma place. C'est tout? Non, en fait, de toute façon, je pense qu'on est sur la voie de la diversification, on est de la voie de la production. Il ne faut pas non plus que ce soit une production complètement folle. Pendant un moment, moi, de mon point de vue, c'est personnel, c'est les goûts, les couleurs aussi, je trouvais qu'il y avait des choses qui s'éditaient au Québec, il y avait du bon, il y avait du très bon, il y avait des choses aussi sans plus, mais ça fait partie de toute façon de toute production de bande dessinée. Oui. À partir de là, ça prouve aussi de toute façon la bonne santé de la chose. On a maintenant les éditeurs, mais je vais revenir sur ce que tu as dit, Axel, parce que c'est vrai, on a les éditeurs, on a plein de choses qui bougent, mais c'est vrai, encore une fois, il faudrait peut-être que les avances soient un peu plus conséquentes. Moi, je dis ça parce que c'est vrai que j'ai travaillé au début avec le Lombard. On était payé à la planche et puis ça va, quoi. C'était très bien. Si je vois maintenant en travaillant pour les débrouillards, c'est bien aussi. Je veux dire, il n'y a aucun éditeur qui va me proposer ce que me proposeraient les débrouillards. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi que l'éditeur commence à mettre un tout petit peu plus d'aide, parce que nous, on est quand même collés devant nos textes ou nos dessins, à travailler là-dessus, à mettre du temps, de l'énergie, de la passion, pour finalement avoir une avance de 1000, 2000, 3000, tout dépendant de quel éditeur s'en charge. Oui, de ce côté-là, il va falloir que ça fonctionne un tout petit peu plus. Mais c'est vrai aussi que tous les éditeurs sont sur les subventions, on est tous sur ce principe-là, et c'est difficile d'en sortir. Mais il y a aussi, il ne faut pas oublier qu'en 10-15 ans, on est passé de pas du tout d'avance à... Fait que, donc, c'est une augmentation de infini %. Et on devrait espérer que ça triple. Je veux dire, on sait que
c'est pas une affaire de bonne volonté, de mauvaise volonté, c'est souvent une question de survie pour les éditeurs, mais tu sais, le Québec a un gros problème, c'est sa petite population. C'est super dur de garder un marché viable du livre, de la bande dessinée encore plus. Fait que c'est comme, je me souviens plus qui le disait tantôt, mais tu vas dans des nouvelles librairies là, qui ouvrent, puis il y a des sections BD comme j'aurais rêvé à voir il y a 20 ans. Là, puis, c'est normal d'avoir de la BD québécoise à ce temps dans les librairies. Je trouve ça fantastique. Oui, non, c'est pas pire, mais quand même, qu'est-ce qui arrive? Le problème, qu'est-ce qui arrive, je trouve maintenant, c'est que les livres sont mis de l'avant dans les librairies vraiment pas longtemps, puis ton livre est jetable, tu as un succès au moment où tu le sors, il reste, je sais pas, moi, 1 mois, 2 mois, puis ensuite, il est oublié. Oh, tu as 3 semaines sur les tablettes, hein, et puis... C'est pathétique un peu, parce que il y a vraiment comme... Tu as juste ce petit moment, OK, pour vendre, convaincre ou whatever. Et ensuite, tu es comme, c'est quoi? On passe à l'autre après aussi. Tu sais, on parlait de l'avance des éditeurs, là, mais il me semble aussi une autre chose, c'est que ça devrait être moins un produit qui est oublié 1 mois après. C'est à cause du processus. Là. Puis le problème, c'est pas la surproduction d'auteurs québécois, c'est la surproduction du livre en général à travers le monde qui fait que même si on est québécois, on fait une petite section, mais comme tu dis, les livres disparaissent tellement vite. Là. Et disparaissent. Et en plus de ça, excuse-moi, vas-y, Richard. Je veux dire, aussi en même temps, je veux pas être nostalgique, j'ai aucune nostalgie de l'époque des fanzines. Sauf que là, l'auteur, c'est clair qu'il faisait moins d'argent, OK, mais il y avait le contrôle, puis on pouvait vendre le zine, mettons, comme beaucoup plus longtemps parce qu'on contrôlait la chose. Sauf qu'il n'y avait aucune place dans les librairies pour des petits trucs comme ça. Là. Ils ne veulent absolument rien savoir. Ce qui a fait que ça a standardisé, mettons, le format. Puis, on se retrouve, ton livre il est en vente en vitrine 3 semaines. C'est comme un peu plate, mais bon, on n'a pas le choix. C'est le train dans lequel on embarque. Faut rouler avec. Et puis, on soulève une chose aussi qui est intéressante, c'est qu'il faut savoir à quel moment on va le sortir aussi, ce livre-là. Parce que si tu le sors au moment où le nouveau Astérix y sort... T'es faite. tu files drette, on t'a pas vu. Il y a aussi à choisir les moments où l'album va sortir pour être sûr que tu sois visible et que tu sois pas écrasé par un livre, une grosse machine commerciale. Là. Puis attention, un Astérix. Oui, mais en même temps, un nouveau Astérix, c'est plus de gens en librairie. Fait peut-être qu'il y a plus de chances d'être vu par plus de gens, tu sais. Tout à fait. Ah non, mais je suis pas contre. C'est juste qu'il y a un principe à un moment donné, au niveau de la sortie de ton album, de choisir aussi les bons moments, et puis avoir la place. Je veux dire, quand je regarde ce qui se passe en Europe parfois, quand un nouvel Astérix sort, il prend la place de beaucoup de monde. Oui, on va en librairie, on voit autre chose, mais son étalage et tout ça fait que si toi, le tien sort au même moment, on va probablement moins en parler. Donc, faut veiller. En fait, il faut veiller à ça. Puis les éditeurs veillent à ça, ils le savent aussi, puis ils essaient quand même de faire attention à ce genre de choses. Donc, il y a encore plusieurs petites choses à régler, finalement, pour dans 10 ans, quand on se reparlera. Mais c'est vrai que non, au moins elle est en santé, la bande dessinée, qu'elle vienne de n'importe où dans le monde, et québécoise, oui, en ce moment, elle est en santé, ça bouge quand même, il y a plein de choses, et puis on est encore surpris. Ça aussi, c'est magnifique. Mais surtout la diversité maintenant, parce que la bande dessinée, c'est comme on parle de la bande dessinée comme si c'était une chose, en fait, mais c'est comme plusieurs branches de jeunesse, le livre d'auteur, science-fiction, policier. Science-fiction, la BD de genre, tout peut exister maintenant. Puis ça, c'est un plus par rapport à ce qui se faisait, mettons, il y a une dizaine d'années. Maintenant, tu peux te permettre de sortir un livre de science-fiction, ce qui était comme
carrément impossible il y a 10 ans. Ouais. Là. Ça se pouvait pas. Ben, quelque Je chose pense comme aussi comment il s'appelle, c'était sorti chez Perrault, la bande dessinée de Michel Viau et de Ghislain Duguay. MacGuffin, ouais. Eh oui, c'est une BD complètement populaire, c'est une BD d'espion, d'aventure, avec de l'humour et tout ça. C'est quelque chose qui, il y a quelques années, je pense, on n'aurait pas pu avoir. Un éditeur ne serait pas parti avec ça. C'était un petit peu trop, je sais pas, trop populaire. Trop de divertissement, il fallait quelque chose de plus sérieux. Je sais. Maintenant, au moins, oui, tu veux faire ça va aller. Et puis, c'est pas uniquement destiné aux enfants. Yay. C'est vrai. Écoute, on me glisse à l'oreille qu'il va falloir rapper ça rapidement. Je vous remercie tous d'être, de envelopper tout ça, comme le beau cadeau qu'est la bande dessinée québécoise. Le beau cocon et le beau papillon tel Motra. C'est ça qu'on parle. Yes. Oui, merci d'être passé. Donc, si je conclue tout ça, on va se revoir dans un autre 10 ans avec, on espère, tous plus d'argent et un meilleur temps d'exposure en librairie, un meilleur Des travail de festivals fond. en personne. Des festivals en Des personne. festivals en aussi. personne et encore une plus grande diversité. Et la même Fred, passion. tu as sorti récemment Jimmy Tornado 3 chez Presse Aventure. Est-ce que tu as un site internet où est-ce que... Ah oui, tout est là à l'écran. Donc, about. La page, moi, c'est la page Facebook. La page Facebook Frédéric Antoine. Tania, on te rejoint sur pontomontréal.com. Tu as sorti le premier volume des aventures de Ponto. Un autre à venir cet automne, on espère. Richard, t'es-tu en ligne? Tu as un Facebook, un Instagram? Pour me rejoindre, il faut marcher un peu sur l'Ontario, puis ça se peut qu'on me croise. Qu'on vous croise. Il est en vélo tout le temps, vous allez voir. Ouais. Axel, on te retrouve sur axellenoir.com, Axel Lenoir BD sur Facebook et Axel Lenoir sur c'est Instagram, ça. Patreon. Tania, tu as aussi un Patreon et un Ko-fi. Allez checker tout ça. Tous vos livres sont disponibles sur leslibraires.ca si jamais ça vous intéresse à la maison. Encouragez les librairies indépendantes du Québec. Merci d'avoir été avec nous. Restez à l'écoute à la maison. Après nous, on a Jason BD avec Djibril et Yasmine Morissette Fan. Merci beaucoup. Yeah. Merci à tout le monde. Merci.